Ce bleu immense, c'est celui du Pacifique Sud. Et ce bateau, c'est le nôtre, le Winsong, une des plus belles unités croisant dans ces eaux de rêve. Un 4-mâts étincelant de 134 mètres de long, 2000 mètres carrés de voile blanche gonflée par les alizés. Le Winsong va nous emmener d'île en île à la découverte du dernier paradis de la Terre, Tahiti et son archipel polynésien. À Tahiti, chacun chante et danse. Et comme les Tahitiens sont bricoleurs, il arrive même qu'une bassine retournée serve de contrebasse. On saisit n'importe quel prétexte. Celui de vous souhaiter la bienvenue n'est pas le moindre. La petite ville de Papeete, siège du gouvernement, connaît une animation incessante. Aux Tahitiens de l'île même se sont ajoutés ceux des Marquises, des Tuamotu, des Gambiers, des lointaines australes. Attirés par le mirage de la ville, plus de 100 000 habitants créent un perpétuel mouvement. Le lieu idéal pour les rencontrer et leur parler est le marché. Le célèbre marché de Papeete, où affluent les innombrables produits des îles. Nous sommes donc sur une partie du marché de Papeete qui est spécialement réservée à ceux qui ont l'intention de sortir le soir, en boîte de nuit ou un cocktail. Mais enfin ici, ils auront le plaisir de trouver des couronnes de tête, des heipo ou des couronnes de chignon. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est que la variété des couleurs vous permettra de trouver une couronne qui ira bien avec votre tenue vestimentaire. Ils sont donc en train de confectionner des colliers de Thierry Tahiti. Les fleurs arrivent de l'île de Moorea dans des petits paquets comme ça avec donc une grande feuille. On les garde là-dedans pour ne pas qu'elles s'ouvrent et qu'elles gardent toute leur odeur. Regardez ça. Il y a à peu près une centaine de fleurs à l'intérieur. Les couronnes de fleurs ne sont qu'un exemple d'une culture polynésienne très vivante, comme nous l'explique la conservatrice du musée de Tahiti, Manouche Le Hartel. Je pense que la culture polynésienne se caractérise d'abord par une langue qui est extrêmement vivace et qui est parlée aujourd'hui par 95% de la population au moins, qui vit dans ce pays. Donc c'est une langue qui s'exprime au quotidien, mais qui s'exprime aussi dans les chants. Les chants qui, comme autrefois, ont beaucoup de place, puisque le Polynésien, naturellement, aime chanter, aime danser. Donc le chant, la danse, la musique vont ensemble, hein, de tout temps, même autrefois, sur les marais, par exemple, il y avait de grandes cérémonies à caractère religieux. Eh bien, les gens dansaient, chantaient et faisaient de la musique. Non, ce n'est pas le Winsong en pleine mer. Avant que notre 4-mâts lève l'ancre, nous avons amplement le temps de passer les gués en tout terrain pour découvrir l'intérieur de Tahiti et ses longues vallées encaissées, parcourues d'eau vive. Ici, c'est un autre univers, un décor des premiers âges d'où surgissent des cascades ruisselantes, comme à la Topatari, ce qui veut dire, dans ce langage tahitien toujours imagé, l'eau qui se casse la figure. En peu de temps, nous sommes passés du niveau de la mer à plus de 1000 mètres d'altitude. Très vite, les pistes deviennent difficiles. Le tout-terrain avance avec peine à flanc de montagne. Sur une île aussi petite, 8 fois plus petite que la Corse, il suffit de 20 km pour aller au bout du monde. Avec Teva, notre guide, nous avons pénétré dans une vallée sauvage. Nous voilà dans la vallée de la Papeno, actuellement à quelques kilomètres de le littoral. On a dû traverser les gués, les rivières plusieurs fois et maintenant on se trouve au centre de l'île dans l'ancien caldeira ou cratère volcanique dominé par les montagnes Tetufera, Urufa et Mauamaiti. Comme la plupart des îles polynésiennes, Tahiti est en effet un bloc volcanique. D'abord sous-marin, le volcan s'est ensuite élevé au-dessus des flots.
Ce relief si caractéristique, c'est celui d'une île jeune, car au fur et à mesure des années, nous parlons en millions d'années, le volcan que nous parcourons va devenir trop lourd. Il s'enfoncera petit à petit, retournant à l'océan. Les Polynésiens ne vont pas souvent sur ces hauteurs. Elles sont fréquentées par les esprits, disent-ils. Alors ils préfèrent tourner le dos au paysage déchiqueté pour rester au niveau de la mer et savourer les douceurs du littoral. Pointe Vénus. Des hommes s'affairent. Ils préparent quelque chose de très sérieux pour les Polynésiens. Le Teaito, une des plus célèbres courses de pirogue de Tahiti, dont l'entraîneur Gabilou est un fervent promoteur. Nos ancêtres circulaient beaucoup en pirogue et c'est comme ça qu'est germé un jour des compétitions dans les districts et ce qui a amené après à faire des grandes courses de haut niveau au niveau du Heiva tous les fêtes de juillet. Vous ne passez pas avant la fin de la médite. C'est parti pour la 7e édition. Et c'est effectivement parti. Il faut vraiment voir ce genre de spectacle, car la pirogue demeure un des objets essentiels de la culture polynésienne. Un objet de vénération. Sans elle, les Maoris, partis il y a 3000 ans du sud-est asiatique, ne seraient jamais arrivés jusqu'à ces territoires océaniens. Ces piroguiers sont adulés comme des stars, à l'égal des footballeurs ou des joueurs de tennis. Il faut une force herculéenne pour pagayer ainsi durant la course. Cela va durer 2h30 pour le meilleur et jusqu'à 4 heures pour les derniers. Tout cela sur une coque de noix qui peut se briser à la suite d'un coup de pagaie malencontreux ou sur une vague trop forte. Pas de chance pour celui-ci. La star des stars de la pirogue en Polynésie, et même dans tout le Pacifique Sud, c'est lui, Lewis Laughlin. À côté, Platini, Boris Becker et Carl Lewis, ce n'est rien. Il rafle tous les trophées, laissant ses concurrents, comme on le voit, très loin derrière. Encore quelques heures avant d'embarquer sur le Winsong. Juste assez pour faire un dernier petit tour de l'île. Le sol, couvert d'humus, offre un support particulièrement fertile. La chaleur et l'humidité, produisant un effet de serre, accélèrent la croissance de la végétation. Toutes les conditions sont donc réunies ici pour une végétation intense, d'une luxuriance absolue. 22 km de papel. C'est le trou du souffle. Les vagues pénètrent avec force dans un tunnel de basalte et produisent un jet d'eau puissant à la sortie. Plus étonnante encore, sur le plateau de Taravao, cette incroyable Normandie tahitienne où les vaches paissent dans des prairies semées d'eucalyptus. En certains endroits, rien ne semble avoir bougé depuis le siècle dernier. Les petites églises ressemblent toujours à des jouets d'enfants, des maquettes pour circuits de trains électriques.
Non, vraiment, rien n'a bougé. Depuis ces photographies anciennes, depuis la reine Pomaré, souveraine de Tahiti à l'époque du protectorat. Depuis cette période édénique qu'immortalisa le peintre Paul Gauguin. Au charmant musée qui porte son nom, sur la côte sud de l'île de Tahiti, les copies de ces célèbres toiles illustrent l'idéal éternel de la Polynésie. Tout est dans la plénitude du geste, du mouvement, dans l'harmonie douce, chaude, sensuelle des formes et des couleurs. Et maintenant, sortez du musée. Entendez les premiers chants du Heiva qui s'élèvent. Le Heiva, c'est une période de fête qui s'étend sur plus d'un mois, de fin juin à fin juillet. Écoutez ces chants et dites-vous que Gauguin entendait les mêmes. À cette heure avancée de la nuit, les toérés, les tambours polynésiens, se font plus lancinants. Le tamouré va de plus en plus vite. Les gestes deviennent de plus en plus précis. Car il existe un véritable langage du corps et des mains dans la danse tahitienne. La danse tahitienne est une invite à l'amour. Le Windsong traverse la nuit pacifique. Demain, notre île de destination apparaîtra sur ce radar. Sur le pont humide de rosée, flotte un parfum de fleurs et de terre mouillée. C'est le houpé, le vent qui descend des collines et porte très loin sur la mer, jusqu'à nous, toutes les senteurs des îles. Nous arrivons dans un lieu adoré par les Tahitiens eux-mêmes, un des sites les mieux préservés de l'archipel, l'île de Wainé. Une arrivée du Windsong est toujours un spectacle. Ici, nous sommes dans un port minuscule, celui de Faré, et la mise à quai devient un événement. Nous nous trouvons à 175 km au nord-ouest de Tahiti, à des années-lumière de toute agitation, de tout mouvement. L'arrivée du Grand Quatre-Mâts bouleverse la vie de la petite île qui incarne mieux que tout autre la Polynésie de jadis. Si nous voulons toutefois assister à un moment important de la vie tahitienne, il ne faut pas perdre de temps.
Nous sommes dimanche matin et ce moment est unique. C'est ici. Le Tahitien est un mystique. On ne compte pas moins d'une douzaine de religions en Polynésie, avec une majorité de protestants et de catholiques. À l'office du dimanche matin, à Wainé, les chapeaux sont toujours rutilants, les toilettes éclatantes. Et pour louer le Seigneur, les Tahitiennes chantent avec application leur hyménée, traduction locale du mot hymne. Faré, c'est le plus grand village de Wainé. Hein. Mais la maison, ça s'appelle aussi Faré. Et la maison, c'est Faré. En tahitien, c'est Faré. Alors, ça fait comment à Faré? Eh bien, on cherche le poteau et puis on coupe le haïto pour mettre sur le toit pour tenir le feu de coco. Ça ne fait pas tout à fait comme les chambres en parpaing, en ciment. Hein. Il y a toujours de l'air qui rentre dans la maison locale. Oui. Parce que c'est ouvert et ça rentre toujours du vent dans la maison. À Wainé, plus qu'ailleurs, le temps n'a pas de prise. Les dames y ont toujours des allures de petites filles. Les routes sont taillées dans une forêt presque vierge. Au fond d'une vallée, nous découvrons une plantation où un fruit précieux est cultivé comme autrefois. La vanille fait partie de la même famille des orchidées. En somme, ce sont des lianes. Ils ont besoin de supports vivants pour pouvoir produire comme il faut. Vous avez là ce qu'on appelle un acacia albizia. C'est-à-dire qu'après plusieurs recherches, on a constaté que c'était le seul support qui pouvait permettre une bonne croissance à la vanille. 2 ans à partir du moment où vous l'avez mis en terre, la vanille commence à produire les premières fleurs. Et la plante elle-même prend 7 ans de vie. Et après, on est obligé de rénover sa plantation. Voici une fleur de vanille. On va procéder au mariage de la vanille à la main. Voilà le pistil proprement dit de la fleur. Et le pollen est ceci. On retire le pollen, on le met dans la poche dessous. Et là, la fleur, elle est fécondée. Ça prend 9 mois à la fleur pour donner une gousse à la place. Après les 9 mois, la gousse elle est prête pour être utilisée pour justement la procédure de séchage. La vanille elle est souvent comparée à la femme dû au fait qu'elle prend 9 mois avant d'être prête à être utilisée. Un jour, dit la légende, la déesse Wainé, poursuivie, se réfugia ici pour enfanter. Elle laissa son nom au lieu. Et même si vous regardez bien le paysage, vous la verrez sous la forme d'une montagne allongée et prête à accoucher. Vous êtes ici dans la plus sereine des îles. Une île vivant au rythme d'autrefois. Le lac Fonanui reflète une indifférence tranquille. Dans les églises, les mêmes chants depuis des éternités.
Ces édifices triangulaires à moitié immergés sont des pièges à poissons construits il y a plusieurs centaines d'années. Récemment restaurés, ils servent encore aux pêcheurs. En prenant le pont qui enjambe le lac, on peut voir des tombes de soldats polynésiens morts pour leur île en 1846, toujours nettoyés, toujours blanchis. Non loin, un site préservé de l'antique religion polynésienne, un marae. Vous avez derrière moi le marae Manunu. C'est un édifice qui rentre dans les rites traditionnels des Polynésiens, ce qu'on appelle nous le marae. Ces pierres viennent des plaques qui se trouvent au bord de mer, qu'on appelle nous en polynésien des papas. Et en particulier dans les îles de la société, vous allez voir beaucoup de ces sites qui sont édifiés à partir de la mer. Pourquoi? Parce que le plus grand marais dans l'esprit polynésien, c'est la mer. Retour à bord de Winsong pour des plaisirs beaucoup plus profanes. Ce soir, c'est la grande soirée du commandant. Uniforme, galon, protocole, cocktail. Côté mondanité, rien n'a changé non plus dans la marine à voile. Et c'est toujours un bonheur quand on est passager. D'autant que ce soir, il y a un grand tamahara, un dîner à la tahitienne, somptueux comme on sait le faire en Océanie. Mijoté pendant 4 heures, porc fondant, langoustes parfumées, poulet caramélisé, espadon, mérou, carangue, petites bananes rouges et épinards sauvages. Toute la nuit, lait de coco et champagne vont couler à volonté. Nous entrons dans le lagon de Raiatea par la passe de Te Avemoa, celle qu'utilisèrent autrefois les grandes pirogues des Maoris venues des rivages lointains pour coloniser l'île. Raiatea, premier site de peuplement de tout l'archipel. Raiatea, île sacrée. Au Marae Taputapuatea, nous rencontrons un amoureux de son île, M. Brotherson. Vous savez, les premiers Blancs sont arrivés ici dans les 1700 et quelques. Les grands bateaux venaient ici par la passe Te Avemoa, la passe sacrée, et ils mouillaient là, devant cette passe. Et on parle de Raiatea comme île sacrée du fait que c'est ici, sur cette île, et particulièrement sur cette pointe, en face de ce grand marais, que toutes les grandes cérémonies se passaient dans le temps. Cette partie, c'est la rentrée du marais. Et c'est là que tous les visiteurs devaient se mettre assis sur les cailloux, et pendant que leur chef se tenait à côté des pierres qui sont debout. Ils venaient des îles aussi distantes que Nouvelle-Zélande.
et les îles Hawaï, des îles Samoa. Ce qui est là, derrière nous, c'est un petit temple tout à fait spécial, et c'est là que les esclaves, les prisonniers de guerre, sont immolés pour le dieu Oro. Les Rayatins envoyaient du bois sur le récif, c'est surtout des bouts de coco, parce que ça chauffe beaucoup, beaucoup plus que le charbon. Et une fois que c'est bien chaud, bien chaud, ils versaient de l'eau de mer dessus et ça craquait. Alors avec des grands pieux qui servent de levier quoi, pour enlever le machin, et qu'ils mettaient par la suite sur des radeaux en bambou. Des radeaux qui peuvent porter jusqu'à 5 à 10 tonnes. Et c'est ça, comme ça, avec ces engins-là, que les pierres se manipulaient. Les pierres de montagne, les pierres volcaniques, hein, c'est toute une autre chose. Ça, ils se servaient de leur force. C'est le grand prêtre qui a la puissance de, comment on dit ça, de la lévitation. Ces montagnes volcaniques aux formes puissantes ont donc vu naître la civilisation maori il y a plus de 3000 ans. Elles furent le creuset des légendes de ce peuple, à commencer par celle du premier couple arrivé ici. Ce départ sur la Nouvelle-Zélande, c'est venu par hasard. C'est un nommé Toupé avec sa femme, Hina, et leur petit garçon, et avec un chien, ont été à la pêche dans la passe d'ici, en face de la baie de Faroua. D'un seul coup, ils voient que leur pirogue bouge. Puis ça s'en allait au large. Alors la pirogue a continué pendant plusieurs jours, et puis ils se sont aperçus par la suite que c'est une grande raie, les raies Monta, qui les traînait. Et là, jusqu'en Nouvelle-Zélande. Le Winsong manœuvre dans le lagon commun à Raiatea et Taha, car ces deux îles sont jumelles. Le quatre-mâts géant y croise un autre voilier venu mouiller dans ces eaux calmes, le célèbre Antarctica de l'explorateur Jean-Louis Étienne, de retour d'une mission polaire. Sur le Winsong, c'est l'heure des cartes postales, des achats à la boutique du bord, des flâneurs. En fait, tout le monde attend le tea time, car on nous a promis une surprise. Et pour une surprise, c'est une surprise. Une troupe de petites tahitiennes, toutes plus mignonnes les unes que les autres, vient faire une démonstration de tamouré dans le grand salon. Comme dit une passagère ébahie par tant de sensualité enfantine, ça promet.
Puisque nous avons quelques heures de navigation avant d'atteindre Bora Bora, le capitaine Martin Scott en profite pour donner des cours de navigation aux passagers qui le désirent. Voulez-vous apprendre à manœuvrer un voilier de 134 mètres de long? Essayez, c'est très facile. Vous voyez? Ça se conduit quasiment tout seul. Enfin, presque. Le capitaine Scott a d'ailleurs un point de vue très intéressant sur ses passagers. Vous vous changez en professeur chaque semaine? Oui, toutes les semaines, le mercredi, si le temps est bon. Et les passagers sont friands de cet instant? Ceux qui viennent apprécient beaucoup. C'est très grisant pour eux de barrer un bateau de 5000 tonnes. Quel type de questions pose-t-il? Généralement, c'est je n'ai jamais fait ça avant, qu'est-ce que je dois faire? Mais les gens qui ont leur propre yacht apprécient de manœuvrer un bateau beaucoup plus grand que le leur. Ils apprennent très vite. Les enfants qui vivent à Bora Bora ont bien de la chance. Ils jouent au bord de ce qui est considéré tout simplement comme le plus beau lagon du monde. Le Windsong pénètre aujourd'hui dans ses eaux célèbres. « 4200 habitants à peine, répartis dans quelques villages, profitent de ce que l'on a appelé la perle du Pacifique. Bora Bora, l'île la plus chantée de toute la Polynésie. Une route de 29 km, partiellement goudronnée, fait le tour de l'île et permet d'admirer le lagon éblouissant, couleur d'émeraude et de turquoise, que domine le mont Otemanu, l'ancien volcan, autrefois plus haut, mais qui s'est enfoncé au fur et à mesure des millions d'années. Au niveau de Bora Bora, ce qui fait venir les gens, c'est premièrement son lagon. On a l'impression que tout a été mesuré, tout est fait en harmonie. Donc on a un lagon, on a un récif, mais aussi on a une île. Mais il y a aussi la partie intérieure, des vestiges laissés par les Américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc nous, en 4x4, on a la possibilité d'aller un peu plus en hauteur, apprécier les couleurs, se balader à travers la végétation, les plantations. Ça donne un peu plus de piment à la balade en 4x4 et ça fait un peu plus aventure, et tout ça dans une végétation tropicale, tels que les avocatiers, les différents types d'arbres à pain, les falcata, les maru-maru. Aucun superlatif ne pourra jamais traduire la beauté spectaculaire de ces eaux transparentes. De nombreux écrivains, artistes, hommes de science s'y sont baignés. Jack London, Alain Gerbaud, Paul-Émile Victor. Les côtes de l'île, très découpées, déroulent d'immenses tapis de sable. Une pirogue nous conduit à la barrière de corail. Je ralentis parce que ici il y a beaucoup de coraux et c'est pas bon pour le moteur. Quelle profondeur à peu près? À des endroits où ça fait 1 mètre et à des endroits 1,50 m.
Alors là, je suis en train de découper un thon rouge. C'est ce que les requins préfèrent. Ce qu'ils préfèrent? Le thon rouge. C'est ce genre de poisson-là. Ce poisson-là. Et là, je suis obligé de découper en petits morceaux. Parce que sinon, ils auront vite fini de manger. Il vaut mieux donner petit à petit. Alors là, Véro, avec tout son poisson, va progressivement nourrir les requins. Mais là, il habitue déjà, l'odorat du poisson passe dans le courant pour que le requin puisse le sentir et venir. Donc là, tout de suite, il est avec les poissons et il va progressivement s'éloigner pour les ramener vers nous. Bon, il y a déjà un requin là. On les verra bien après. Voilà. Les requins sont là, par dizaines. Dans les passes, il se forment parfois des concentrations exceptionnelles, de véritables murs de squales attirés par la nourriture. Mieux vaut alors amorcer un repli stratégique. D'autres compagnons sous-marins sont beaucoup plus fréquentables. Tous les plongeurs vous le diront, la Polynésie vue sous l'eau, c'est également un paradis. Voici un Napoléon, poisson géant mais débonnaire, reconnaissable à sa bosse frontale. Voici des nuées de sergents-majors, rougets, poissons écureuils, poissons papillons, poissons soldats, poissons boucs. Voici l'extraordinaire envol des raies mantas qui, si elles se sentent en confiance, viendront exécuter leur splendide ballet autour de vous. Devant le grand voilier s'ouvre Te Avanui, l'immense passe, la seule qui met le lagon de Bora Bora en communication avec le Grand Bleu. De l'autre côté du récif, les fonds descendent à pic jusqu'à 1200 mètres. Accompagné par les dauphins, le Windsong cingle vers l'océan. Tant de beauté finit par étourdir. Une douce torpeur a envahi le Windsong, invitant les passagers à la paresse. Quelques vers circulent, l'équipage pêche à la traîne. Brian, le pianiste, s'ingénie à plaquer quelques accords. Chacun a l'impression d'avoir toujours été là, à ne rien faire, sous la caresse des alizés. 20 heures de navigation nous attendent jusqu'à notre prochaine étape. Car, peu de gens le savent, la Polynésie s'étend sur une étendue d'eau grande comme l'Europe. We'll be going in the reefs in about 5 minutes' time. 8h30. Le capitaine Scott est très attentif car ce matin,
sa tâche est fort délicate. Nous arrivons à Moorea et le Winsong doit manœuvrer pour entrer dans la baie de Cook. Somptueuse, mais difficile. En ce moment, je regarde des repères sur la côte. En fait, je regarde la crête située à gauche de la montagne et je l'aligne avec une balise sur la côte. Le canal de la baie de Cook est relativement étroit et forme un angle. Donc on va descendre ce canal et tourner à droite. Puis quand on voit la baie ici, on va tourner à ces balises-là, jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on arrive là. Et puis on descend jusqu'ici pour mouiller à ce point-là et on est arrivé. C'est une manœuvre impressionnante. Le Winsong glisse entre les parois de la baie historique où William Cook aborda en 1774. Une baie qui pénètre très profondément dans cette île sculptée par les montagnes. Voici la plus étonnante. La montagne percée par le javelot de paille, un héros légendaire. Dans les grottes qui tapissent ses flancs, on enterrait jadis les princes. Pour les nombreux artistes qui y vivent, Moorea est l'île aux 8 radiations. Elle est ainsi surnommée à cause de son relief tourmenté qui fragmente les rayons du soleil. Découvrir Moorea depuis la mer, comme nous l'avons fait, est une expérience inoubliable, ainsi que l'explique Manouche Le Hartel. Le meilleur moyen aujourd'hui de découvrir la Polynésie, une approche par la mer de nos îles. Au lever du soleil, entrer dans une passe et voir devant, baigné par le soleil levant, les montagnes verdoyantes, voir une plage, une oasis de calme et de sérénité, parce qu'un lagon le matin, quand on sort de la mer, de la houle et qu'on passe la barrière de corail, je crois que je peux comprendre là comment les premiers navigateurs ont été tellement sensibles à ce charme et ont parlé d'Éden et de paradis terrestre. Après un transfert rapide dans une annexe du Winsong, car celui-ci ne peut se mettre à quai dans une baie aussi peu profonde, nous partons découvrir l'intérieur de l'île. Voilà dans la vallée de Opunavu, au centre d'une vaste zone archéologique où se trouve également le marae Ahu'umahine. Tout autour de ces vestiges, on trouve des arbres qu'on appelle mapé en tahitien, autrement appelés le châtaigne polynésienne. Les Tahitiens autrefois utilisaient cette châtaignée pour communiquer. On prenait une pierre et on tapait sur le racine, comme ceci. S'il fallait amener le message loin, un autre gars tapait encore et ensuite et ensuite. Autrement, on utilisait une grande coquillage qu'on appelle le conche et là on pourrait transmettre des messages encore plus loin. On trouve également dans cette forêt le teaïri, qu'on appelle le noix de Bancoul. Les cendres donnent une couleur assez noire et c'était utilisé mélangé avec du liquide pour faire l'encre pour les anciens tatouages polynésiens. Depuis les temps anciens, les Polynésiens pratiquaient l'art du tatouage. D'ailleurs, le mot vient du tahitien tatao. Dans le passé, chaque archipel avait son forme distincte de tatouage et de nos jours, beaucoup de Tahitiens font des tatouages, non seulement pour décorer leur corps, mais aussi à la recherche d'une identité culturelle.
Ce tatoueur spécialisé travaille à l'ancienne, avec un peigne en os aux dents acérées qu'il enfonce dans la peau de son patient à l'aide d'un petit maillet. Dans les micro-perforations ainsi obtenues, il va déposer de l'encre colorante et ceci donnera le tatouage. Jadis, en guise de teinture, il aurait utilisé des écorces, des fleurs et du charbon de bois macéré. Son patient n'en aurait peut-être pas réchappé. C'est de l'os de vache. Je l'ai travaillé pour faire mon aiguille. Ce tatouage, pour moi, c'est comme une carte d'identité. C'est mon identité de peuple polynésien, de peuple maori. Dans les vallées profondes et resserrées de Moorea, on cultivait autrefois la vanille. Cette culture a fait place aujourd'hui à celle des ananas. Et également à la culture des fleurs de tiare. À partir de l'après-midi, d'une heure, 2 heures par là, il commence à fleurir. Hein. Plutôt le matin, la cueillette. Hein. Et pourquoi Parce que les fleurs sont encore très très jolies là. En fait, qu'est-ce que vous cueillez? Vous cueillez les boutons ou les fleurs? Les boutons. Si on cueille les fleurs, ça sert pour faire du monoï, oui. Le tiare est un petit gardénia blanc très odorant, devenu depuis des lustres le symbole parfumé de Tahiti. Il sert par ailleurs à fabriquer une spécialité tahitienne de renommée internationale, le monoï. Il y a ces fleurs déjà cueillies qu'elle a séchées. S'il y a plein de soleil, 3 à 4 jours ou une semaine. Puis elle mélange avec le coco. Et puis elle va ramasser, il y a des crabes. C'est dans les coquilles qu'elle récupère les œufs. Et elle mélange avec tout. Et puis c'est le soleil qui fait le travail après. Eh oui, puisque le soleil fait tout le travail, il n'y a rien à faire d'autre que se laisser dorer par lui. Enduit de monoï, bien sûr. La vie en Polynésie, c'est facile. Mais il ne faut pas croire pour autant que les Polynésiens se tournent les pouces. Ils inventent des choses, des trucks. Le truck, c'est ce que vous voyez là, un camion transformé en autobus, une initiative privée. Il appartient à un particulier, mais qui pallie un défaut du service public. On fait ainsi le tour des îles dans une guimbarde amoureusement décorée par son propriétaire. Il suffisait d'y penser. À Tahiti, tout le monde prend le truck. Des bonites par paire, le résultat d'une pêche d'un jour. Pour la manger vraiment à la tahitienne, mangez-la crue, découpée en petits dés et marinée dans du citron vert. Ajoutez tomates, oignons, concombres, arrosez de lait de coco, goûtez, c'est délicieux. Quant à cette énorme dorade coryphène ou maï-maï, vous en ferez de succulentes brochettes. Ses ultimes visions,
vous les emporterez avec vous, quand la cloche du Windsong vous rappellera une dernière fois à bord. Vous avez trouvé ici un peuple épris de liberté. Vous avez entre les mains un bonheur immédiat, de l'instant, au bord de l'océan. Et sur le pont du Windsong qui s'en retourne, après avoir compris tout cela, après l'avoir incorporé d'un battement de cœur, d'un frémissement de narines, sous les voiles blanches qui flottent dans la brise, vous serez sans doute devenu définitivement tahitien.